on a le plaisir d'accueillir Xavier Driancourt. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Driancourt, ancien ambassadeur de France en Algérie. Vous êtes 2 fois. 2 fois. Bon, très bien. Sur quelle période ? Le quinquennat Sarkozy et le premier quinquennat Macron. Très bien, ok. Donc vous connaissez parfaitement Un peu. le sujet de l'immigration, évidemment, parce que vous avez même fait une note pour la Fondapol, politique migratoire, que faire de l'accord franco-algérien de 1968. Exact. On va faire un petit point, évidemment, sur toutes ces questions d'immigration. Juste un petit rectificatif. J'évoquais il y a quelques instants une lettre d'Arnaud Klarsfeld, qui était une lettre ouverte au président de la République française. A priori, Arnaud Klarsfeld nous signale que ce n'est pas lui qui l'a écrite. Il s'agirait peut-être d'une lettre qui a été rédigée par quelqu'un d'autre. Donc j'espère qu'il nous confirmera si cette lettre est de lui ou pas de lui. Et on referme la parenthèse, mais c'est important de tenir nos téléspectateurs et auditeurs au courant. J'aimerais qu'on reparle de cette loi immigration, parce que ça y est, Bruno Retailleau, Michel Barnier ont évoqué l'hypothèse d'une nouvelle loi immigration, étant donné le peu d'effet qu'a la précédente. On va juste écouter ce que dit Bruno Retailleau, et je vous passe la parole ensuite. On fera le point sur ce qui se passe avec l'Algérie. Il y a un dernier point aussi qui est à mes yeux très important, c'est l'approfondissement des relations qu'on peut avoir avec les pays sources, les pays d'origine, les pays aussi de transit. Nous avons des outils et je pense qu'il y a des progrès à faire en utilisant tous les leviers que nous avons à disposition, notamment pour les réadmissions. Je pense au levier des visas, je pense aussi au levier de l'aide au développement et je pense enfin au levier commercial puisqu'il se trouve que devra être révisé dans quelques temps et assez rapidement le système de préférence généralisée avec les droits de douane. Voilà, Xavier Driancourt. Est-ce qu'on a les moyens d'agir aujourd'hui ? Je pense qu'une nouvelle loi sur l'immigration, c'est pas absolument nécessaire. Je pense qu'il faudrait commencer par appliquer les textes existants et utiliser les moyens que nous avons vis-à-vis de l'Algérie. La dernière loi, on est à 27% d'application des décrets. Exactement. Voilà. Et les OQTF pour l'Algérie, c'est 7%. Donc, je ne sais pas si une nouvelle loi réglera le problème. Il faut d'abord appliquer ce qui existait avant. Sur l'Algérie, vous savez que ça ne réglera pas le problème. Et sur l'Algérie, voilà, il faut pouvoir utiliser les moyens que nous avons, les leviers dont nous disposons à l'égard de l'Algérie. Et nous en avons. Ils ont les laissez-passer consulaires. Mais nous avons des moyens de pression. Mais lesquels ? Parce que rien ne fonctionne. Oui, rien ne fonctionne, mais essayons de faire la liste des différents moyens dont nous disposons. Il y a, alors je l'ai écrit, l'accord de 1968, qui serait la bombe atomique. Qu'est-ce qui prévoit cet accord ? Cet accord, c'est un petit peu le calendrier de l'Avent. Je ne sais pas si vous avez connu les uns les autres le calendrier de l'Avent. Monsieur l'ambassadeur. Vous avez autant de petites fenêtres et autant d'exemptions pour les Algériens qu'il y a de jours dans le mois. Donc vous avez un regroupement familial qui est facilité, des visas commerçants pour les étudiants. Vous avez un titre de séjour de 10 ans. Ce titre de séjour automatique ne peut pas être retiré, sauf par le juge, et les juges le retirent rarement. Donc vous avez toute une série d'exemptions. Donc l'accord de 68, c'est la bombe atomique vis-à-vis de l'Algérie. Est-ce qu'on veut l'utiliser ? Ça dépend du président de la République, c'est lui qui est le garant des traités. Nous avons aussi, je l'ai écrit récemment dans le Figaro, un échange de lettres entre les deux ministres des Affaires étrangères, donc qui peut être annulé par le ministre des Affaires étrangères, sur l'exemption de visa pour les dignitaires algériens, faisons simple, les titulaires de passeports diplomatiques. On a la mosquée de Paris avec un circuit un peu compliqué. Nous avons toutes les transactions financières algériennes en France. Il faut savoir que le dinar algérien est inconvertible, qu'il y a un cours parallèle du dinar qui va de 1 à 2. Si vous allez dans une banque, vous n'obtiendrez pas de dinar algérien parce qu'il est inconvertible, mais il y a quand même des transactions algériennes en France. Si on demandait à l'inspection des finances de regarder un peu les circuits financiers, pourquoi pas ? Et puis, il y a les consulats algériens. Nous avons, M. Darmanin a ouvert 2 nouveaux consulats algériens sur les 18 qu'ils avaient, sans contrepartie. Et les consulats, ils servent à quoi ? À délivrer des laissez-passer consulaires, nous sommes d'accord. Et nous en avons très très peu. Et nous en avons peu. Donc pourquoi avoir accordé 2 nouveaux consulats sur les 18 qu'ils avaient ? Sans contrepartie. On a l'impression que c'est insoluble, Éric Revel, qu'on n'y arrivera pas, en tout cas, à réguler ces flux migratoires.
Comme le dit l'ambassadeur, il y a l'arme que vous décrivez comme atomique de cet accord de 1968. Oui. Alors, vu que les relations entre la France et l'Algérie, c'est le moins qu'on puisse dire en ce moment, avec l'annulation, le report de la visite de M. Tebboune, dans un discours, il accuse la France des génocidaires. Oui. Maintenant, est-ce qu'on prendrait un grand risque à détériorer un peu plus des relations avec l'Algérie alors qu'elles sont déjà très détériorées ? Et comme je l'ai souvent dit, les Algériens ne comprennent que le rapport de force. Ils ont été certes colonisés par la France 132 années, mais ils ont été ensuite formatés par l'URSS des années Brejnev. Sous M. Boumedienne. Donc voilà, ils comprennent leur rapport de force. Effectivement, vous le dites, un peu plus, quoi. Il faut avoir une riposte graduée avec eux. Je crois même que les choses sont plus graves que ça. Alors je parle sous votre contrôle, monsieur l'ambassadeur, mais il me semble, moi, que l'Algérie, en ce moment, piétine la France, se moque de la France. Il y a eu l'épisode, on s'en souvient tous, on en a beaucoup parlé, de ce couplet anti-français qui a été réintroduit dans l'hymne national. C'était quelque chose de symbolique. Il y a le pouvoir algérien qui, me semble-t-il, instrumentalise en permanence la colonisation française pour pouvoir asseoir son pouvoir. Ça a des répercussions, évidemment, sur les Algériens qui vivent en France, de la manière dont certains d'entre eux se comportent vis-à-vis de notre pays, le fait qu'ils ne délivrent quasiment jamais de laissez-passer consulaires. Et à côté de cela, on a un président Emmanuel Macron qui prend quelques mesures, ou plutôt quelques mesurettes. Il a divisé à un moment par 2 le nombre de visas accordés aux Algériens. Ça n'a on l'a annoncé, mais on ne l'a pas fait. Que très très peu d'effets. Ça a été fait pendant quelques semaines, me semble-t-il. Non, même pas. Même pas. En réalité, donc on a la France qui tremble en réalité face à une Algérie qui est plus que menaçante, qui est déjà entrée dans une guerre diplomatique avec notre pays, et pas seulement diplomatique. Mais vous avez donné la réponse, c'est-à-dire nous sommes timorés face à l'Algérie. Comment est-ce que vous l'expliquez? Je l'explique. Je l'explique par le fait que, comme nous ne réagissons pas, les Algériens vont toujours plus loin dans leur récrimination ou dans leurs demandes. Et puis surtout, fondamentalement, l'Algérie, c'est de la politique étrangère et de la politique intérieure française. Voilà, l'Allemagne ou la Chine, c'est de la politique étrangère. L'Algérie, c'est de la politique intérieure française. Et une fois que vous avez dit ça, vous pouvez décliner toute la liste. Donc c'est la peur. C'est la peur qui fait que la France ne fait rien. C'est la communauté algérienne qui est importante. Mais pas seulement, c'est parce qu'il y a 10% de la population française qui a un lien avec l'Algérie. Il y a les Algériens, les Franco-Algériens, mais il y a aussi les Harkis, les Pieds Noirs. Il y a une très grande communauté française qui a un lien avec l'Algérie. Et donc, ce sont autant d'électeurs. 10%, c'est énorme. Alors, il y a peut-être aussi des enjeux économiques. Par exemple, sur le gaz. On dépend à 7% du gaz algérien. Alors, moi, je voulais vous poser une question, parce qu'on parle beaucoup de la dégradation des relations entre la France et l'Algérie, qu'on vient de constater et qu'on constate tous les jours. Alors, je ne voudrais pas trop charger le président de la République, parce que je manque jamais une occasion, mais est-ce qu'il n'est pas un peu responsable quand il fait campagne pour son premier mandat, il va en Algérie en parlant de la guerre d'Algérie comme un crime contre l'humanité. La colonisation qu'on n'a jamais vraiment refermée. Puis quelques années plus tard, il explique, et à mon avis il n'a pas tort, que la junte militaire au pouvoir s'en sert comme rente mémorielle. Est-ce que ces deux positions, qui sont à mon avis totalement incohérentes l'une de l'autre, sont pas un peu aussi responsables de cette espèce de... C'est du en même temps diplomatique. La colonisation, crime contre l'humanité, et ensuite la rente mémorielle et... Donc voilà, il n'y a pas de continuité dans notre politique vis-à-vis de l'Algérie. Et je crois que les Algériens le savent parfaitement et en jouent. Mais alors, il n'y a pas que l'Algérie, évidemment. Il y a d'autres pays du Maghreb et d'autres pays qui sont évidemment qui nous envoient des flux migratoires. Est-ce qu'il y a des solutions législatives? Ou est-ce qu'il s'agit d'envoyer un signal? On sait que l'Italie a envoyé ses premiers bateaux d'immigrants en Albanie hier. Donald Tusk, Premier ministre polonais, a décidé de s'asseoir sur le droit d'asile. L'Allemagne a rétabli ses contrôles aux frontières. On a l'impression que nous, on est inertes, complètement inertes. Vous allez être en cours. Nous n'avons envoyé aucun signal. Au contraire, nous avons même augmenté l'aide médicale d'État, je comprends. Donc, comme il y a une libre circulation dans Schengen, y compris pour les étrangers non communautaires, la nature ayant horreur du vide, ceux qui sont refoulés en Italie ou en Allemagne ou en Suisse, où viendront-ils en France? Parce que la France reste un pays attractif. Comme on dit, attractif à de nombreux titres. Alors, je pense que la question de Schengen est fondamentale. La liberté de circulation dans l'espace Schengen est fondamentale. Mais alors, c'est-à-dire, supposons qu'on réduise le nombre de visas, comme l'a annoncé M. Retailleau, il faut éviter que
les Algériens ou les Marocains ou d'autres aillent demander un visa au consulat d'Espagne ou au consulat d'Italie ou d'Allemagne. Ouais. Ils obtiendront non pas un visa allemand, mais un visa Schengen, Donc il faut valable en rétablir France. les frontières. Non, mais il faut que la liberté de circulation dans l'espace Schengen soit réservée Aux Européens. aux Européens, comme c'était le cas à l'origine. Une question de Oui, alors, Éric Revel et ensuite Monsieur de Yohann l'ambassadeur, Usaï. vous avez été, je crois, 3 ans juge à la Cour nationale du droit d'asile. Oui, Et vous avez vu un certain nombre de dossiers passer. oui. Quand vous instruisez, quand vous auditionnez ceux qui souhaitaient obtenir le droit d'asile en France, est-ce que vous pourriez nous faire bénéficier de la lecture de ces dossiers qui parfois se ressemblaient de manière incroyable, comme si les passeurs non seulement vendaient dans le package le transport, mais également ce qu'il fallait dire aux juges? Il y a un écosystème, je dirais, pour parler simple, entre les ONG, les associations, les réseaux de passeurs, etc., qui fournissent la traversée de la Méditerranée, la traversée de l'Afrique, et qui vendent le récit à raconter. Alors on a à peu près toujours le même récit selon les nationalités, avec des variantes. Marquise vos beaux yeux, belle marquise vos yeux beaux, selon les nationalités. Mais c'est souvent le cas. Je trouve que j'avais souvent des Somaliens ou des Bangladais qui racontent à peu près toujours la même chose. C'est une histoire Avec des formatée, variantes. c'est ça qui est déjà... Aidé par Oui, les c'est aidé associations par les aussi. associations, Les par ONG. les réseaux de passeurs. Il y a encore une fois, il y a un écosystème assez puissant. Et puis la justice. Donc voilà, tout ça. Il faut réformer de faute en comble le droit d'asile. Je pense que c'est effectivement À important. la lumière de ce que vous venez de dire. C'est effectivement important. Et c'est peut-être là-dessus qu'une loi devrait porter plus que sur les moyens de contrôle, alors qu'il faudrait appliquer les moyens actuels. Yohann Usaï, une question à Xavier Drian. Je voudrais revenir sur l'Algérie, parce que c'est incontestablement le pays qui pose le plus de problèmes en ce moment Oui. à la France. Vous avez évoqué l'arme nucléaire, qui serait la dénonciation par Paris des accords de 68. Est-ce que, dans ce cadre-là, la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental était aussi un message envoyé à l'Algérie en leur disant: voyez ce que nous sommes capables de faire. La prochaine fois, on peut vous lâcher complètement si vous ne revoyez pas votre politique vis-à-vis de notre pays? Non, je ne crois pas. Je pense que le président de la République a pesé les avantages et les inconvénients, a vu que en 7 ans, il ne s'est rien passé avec l'Algérie, nous n'avons rien obtenu sur le plan économique, sur le plan des laissez-passer consulaires, etc. Et que dans le fond, il y avait davantage à gagner, si je puis dire, davantage avec le Maroc. Il y avait un piège algérien et une impasse marocaine. Et on est sorti de l'impasse marocaine en reconnaissant la marocanité du Sahara occidental. Et il y a une visite du président Macron à la clé, d'ailleurs, dans quelques semaines, au Maroc. Oui, et il va aller au Maroc début novembre. Avec des solutions à la clé. On va voir ce qui va se passer. Naïma Mfadel, une question à Xavier Driancourt, ancien ambassadeur de France Non, mais en Algérie. plus je vous écoute, plus je me dis que si on ne revient pas sur cet accord de 68, on ne pourra rien faire. En tout cas, concernant les migrants algériens, on ne va pas s'en sortir, en fait. Il Parce faut que de toute envoyer façon, des signaux, comme oui, disait mais Laurence est-ce que la Ferrari. France est prête à envoyer des signaux? Parce voilà. que ce que vous avez dit aussi est extrêmement important. Alors, vous avez cité aussi dans cette communauté, disons, algérienne, les harkis. Moi, je pense que les harkis, il faut les mettre à part. Parce Non, que mais- eux, Ouais. ils sont beaucoup plus... Bien sûr. Ils en veulent beaucoup plus, justement, Bien au président sûr. par rapport à certains propos qu'il a tenus en faveur de Bien l'Algérie. sûr. Qui Mais ce que n'a je voulais pas- dire, c'est que c'est de la politique intérieure française avec toute sa complexité de droite, de gauche, de toutes les sensibilités politiques. Bien sûr, je suis bien conscient que les harkis sont une communauté. Yohann. Mais je vais compléter la question peut-être de Naïma, parce que vous dites il y a en France 10% de la population qui a un lien avec l'Algérie. Ça fait grosso modo 6 millions d'électeurs. Oui. C'est à peu près ce que vous avez rappelé. oui. Donc l'arme nucléaire que vous évoquez, c'est de la dénonciation de ces accords de 68. Moi, je comprends qu'aucun président ne prendra le risque de dénoncer ces accords, parce que politiquement, ça serait beaucoup trop coûteux pour lui. Non, parce que les 6 millions d'électeurs, ils sont déjà en France. Ils ne sont pas concernés Mais par ils ont peut-être l'accord. encore de la famille en Algérie. Bah oui, ils ont mais peut-être- il y a un moment où il faut peut-être... Mais le risque pouvoir- politique serait quand même très important pour un président, me semble-t-il, compte tenu de ce que vous voulez je décrire. ne crois Vous pas. croyez Je pas ne crois pas. Après, Je pense- oui. Je pense que Vous avez raison, l'Algérie je a crois que vous avez aussi, raison, oui. a aussi intérêt à laisser partir une jeunesse turbulente, agitée, qui fera des dégâts de l'autre côté de la Méditerranée, plutôt que de la laisser en Algérie s'agiter.
Donc c'est une stratégie cynique. Donc voilà, je pense que tout ça est pensé. Ce qui est terrible. C'est terrible. Et puis à côté de ça, vous avez aussi les personnes issues de l'immigration qui aujourd'hui souffrent de l'amalgame qui est fait aussi de ces personnes qui viennent et il n'y a aucune maîtrise de cette immigration qui vient et qui ne s'adapte pas, etc. Et aujourd'hui, effectivement, même dans le cadre de l'emploi, sur la question de l'emploi, sur des tas de questions, ils en souffrent énormément. Et puis il y a aussi une partie de la jeunesse algérienne qui vient en France qui est parfois pas considérés comme françaises alors qu'ils sont français, et quand ils vont en Algérie, ils ne sont pas considérés comme algériens. Ils sont entre les deux et accueillis nulle part. C'est ça. Oui, c'est dramatique. Et si on revenait sur cet accord franco-algérien 68, ça serait combien de visas en moins, selon vous ? Ça remettrait les choses à zéro. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un régime totalement dérogatoire pour les Algériens. Et donc, il serait soumis au droit commun. Donc, ça veut dire que toutes les lois françaises votées sur l'immigration, une 3e loi, ou une 4e, ou une 26e, je crois, sur l'immigration, 30e, ne s'appliquent pas aux Algériens. C'est ça. Parce que le Conseil d'État reconnaît à chaque fois, et je l'ai vu de près à Alger, dans des annulations de dossiers de visa ou autres, le Conseil d'État rappelle que les Algériens ne sont soumis qu'à l'accord du 27 décembre 68 et pas par les textes français et par le droit commun. Donc voilà, la grande différence, elle est là. Mais au-delà des aspects juridiques que vous soulevez, je trouve que la reconnaissance par la France de cet accord de 68, c'est psychologiquement un aveu de culpabilité dont se sert en fait dans sa politique de tous les jours le gouvernement algérien. C'est ça aussi qu'il symbolise, je trouve, cet accord de 68. Il s'en sert parce que si vous lisez les déclarations qui renvoient à la colonisation et à la guerre d'Algérie. Le président algérien, il a dit « Nous avons droit à 132 années de visa ». C'est clair. C'est quantifié. Donc, ça veut dire 132 années comme vous nous avez colonisé 132 années. Donc le visa a un aspect politique, c'est un droit. Il y a un droit au visa dans l'esprit des Algériens. Comment sortir de cette impasse ? Je vous ai dit, il y a un certain nombre de mesures à décliner et à envoyer des signaux. Yohann, cette loi immigration, elle pourrait être votée si elle arrivait devant le Parlement ? Alors déjà, il faut savoir ce qu'il y a dedans. Il faut savoir ce qu'il y a dedans. On sait à peu près ce qu'il y a dedans. Ce seraient les mesures qui ont été censurées pour des questions de forme plutôt que des questions de fond. On est sur des mesures, par exemple, qui permettraient de détenir dans les centres de rétention administratifs les détenus les plus dangereux, qu'on veut renvoyer donc chez eux. De 90 jours, on passerait à 210 jours. Bruno Retailleau aimerait également que les allocations non contributives, les allocations familiales, les aides pour le logement bénéficient aux immigrés en restant sur le territoire français. Par exemple, 5 ans, aujourd'hui, c'est 6 mois. Ils pourraient en bénéficier au bout de 5 ans, contre 6 mois aujourd'hui s'ils ne travaillent pas. Voilà. Ce sont des mesures qui feraient que la France serait moins attractive pour ceux qui voudraient venir dans notre pays. En tout cas, merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur Xavier Driancourt, ancien ambassadeur de France en Algérie, d'être venu ce soir dans Punchline.